Scopa. È inaudito, a raccontarlo non ci si crede. Che bella pigliata. E se questa non è fortuna, come la chiamate? Quella è la carta asata che deve andare. Ah, è troppo giusto, signore. De Sica était ce personnage finalement très attendrissant par certains aspects. Et vraiment, pour moi, c'est très triste de ne pas l'avoir rencontré. D'autant que, et je manoeuvre un petit peu dans mon livre, il y a des choses qui me touchent de façon personnelle, puisque sa date de naissance et sa date de décès sont à un an près les mêmes que celles de mon père. Et donc, d'un certain côté, je vois en De Sica une espèce, mon père c'est 1900, et De Sica c'est 1901. Ouais, je veux dire, ce qu'on doit à De Sica quand même, c'est lui qui a lancé Sophia Loren. Il a pris Sophia Loren sous sa tutelle, si vous voulez. Tout à fait. Et vraiment, bah c'est... Et il la suit, et elle le suit sur pratiquement toute sa carrière. Sa carrière, il y a énormément de films, si vous vous souvenez bien, il y a des films de Vittorio De Sica avec Sophia Loren. Ouais. Mariage à l'italienne, c'est avec, vous vous souvenez de ce film magnifique? C'était avec Sophia Loren. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain, c'est avec Sophia Loren aussi. Hein? Alors, oui, je vais expliquer pourquoi. Alors, évidemment, on est censé, enfin, je suis censé vous présenter mon livre. Bon, ce livre, à la suite de différents problèmes, a été retardé et alors il devrait être là. Normalement, je devrais vous le présenter et puis le commenter. Mais ce livre n'est pas prêt, il est à l'impression. Alors l'éditeur Rouge Profond, qui est à Aix-en-Provence, qui a déjà publié deux de mes livres, un livre sur Nanni Moretti et un livre sur Mario Soldati, que j'ai vu présenter d'ailleurs dans le cadre de ces rencontres il y a 2 ans. Voilà. Oui, alors, tu fais partie de mon horizon. Pour me faire plaisir, enfin parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelque chose que vous puissiez emporter, il a tiré un flyer qui est là, hein, sur lequel il reproduit ce qui est bien la couverture. Et sur la couverture, précisément, oui, il y a De Sica et Sophia Loren. Sur le tournage de La Ciociara, qui est un des plus beaux films de Sica, et certainement une des plus belles interprétations de Sophia Loren à partir d'un roman de Moravia tourné dans la Ciociaria, d'où son nom de Ciociara, c'est-à-dire la Ciociaria, c'est une région qui est entre Naples et Rome. Quand on va de Rome à Naples, on traverse, on passe par la province de Frosinone, et puis après on arrive à la province de Naples, et dans la province de Frosinone se trouvent les lieux de la tragédie que Moravia raconte dans ce roman La Ciociara. Donc, Vittorio De Sica, Les chemins du réalisme. Et alors, autant que je vous dise tout de suite, la préface et la postface. Il suffit de regarder la couverture et les auteurs de la préface et de la postface, ils sont indiqués. Alors, l'auteur de la préface, c'est un cinéaste italien peut-être pas suffisamment connu en France, mais qui est en Italie devenu une espèce de star parce qu'il écrit des romans, il tourne des films, il met en scène des pièces de théâtre. Il s'appelle Roberto Ando. Et ce Roberto Ando, pour les cinéphiles quand même un petit peu connus, on a entendu parler, et j'ai pensé que c'était bien d'avoir un Italien, et il se trouve qu'il a accepté d'autant plus volontiers, d'une part parce que nous sommes amis, mais peut-être pour une autre raison, c'est que quand De Sica tourne son dernier film, Le Voyage, ce film commence en Sicile et ensuite raconte un voyage justement d'un couple adultère qui fuit la Sicile et qui va en Italie, à Naples, jusqu'à Venise, où finalement la jeune femme, qui est Sophia Loren, meurt d'un arrêt cardiaque. Elle est déjà malade du cœur. Et Ando, tout jeune, était assistant de De Sica pour les séquences tournées en Sicile. Donc il avait un parfait souvenir, quand on est l'assistant, vous savez, quand on va sur un plateau, qu'on regarde le travail d'une troupe cinématographique,
en fait, il y a 3 personnes qui sont omniprésentes. Il y a le metteur en scène, bien entendu. Il y a le chef opérateur, qui suit tout le tournage, celui qui installe les lumières et qui participe généralement avec le metteur en scène au choix du cadre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'image du film? Et puis, il y a l'assistant. L'assistant, c'est un peu l'homme à tout faire qui est prêt à répondre à toutes les demandes, aux manques. Il y a un bouton de guêtre qui s'est décroché, il faut vite le recoudre. Enfin bon. Donc, Ando est assistante de Sica dans son tout jeune âge. Il doit avoir une vingtaine d'années. Donc, Ando est ravi d'écrire cette préface qui ouvre le livre, et je trouve, je suis un peu flatté des propos aimables qu'évidemment, c'est un peu la règle du genre aussi, hein. On ne va pas dire on va pas parler mal de la personne dont on écrit la préface. Bon. Et puis il y a la postface. Alors ça, c'est vraiment, je pense que ça fera quand même un petit peu, ça intéressera un petit peu, c'est Robert Badinter. Badinter, jeune avocat, a été mis en relation avec des avocats italiens. Il y avait à l'époque, nous sommes dans les années 50, un très grand nombre de coproductions entre l'Italie et la France, c'est-à-dire mise en commun des moyens artistiques, mais peut-être encore plus des moyens économiques pour tourner les films, parce que les films c'est cher. Un lieu commun que de dire que tourner un film, il faut rassembler. D'ailleurs, si vous vous donnez simplement la peine de regarder dans les génériques de films, vous voyez qu'apparaissent toute une liste de producteurs, hein, enfin en l'occurrence de coproducteurs, parce qu'il faut rassembler de l'argent en quantité importante pour arriver à tourner. Donc Badinter se trouve mêlé à un certain nombre de cas où il y a des litiges, et il est mis en relation avec l'avocat italien spécialiste de ces questions qui s'appelle Grazzadei. Grazzadei, c'est dur à prononcer ça, Grazzadei. Bon, cet avocat Grazzadei, j'ai la peine, je le connaissais déjà parce qu'il avait, pas personnellement, mais je l'avais déjà entendu parler et j'avais croisé son nom, parce qu'il a aidé De Sica au moment du tournage du Voleur de bicyclette, où ils avaient un bouclage de budget difficile à faire. C'est Grazzadei qui a trouvé des financiers pour boucler le montage financier qui permettait de tourner le Voleur de bicyclette. Donc d'une certaine façon, c'est grâce à ce Grazzadei que le Voleur de bicyclette s'est fait. Maria Mercader, dans ses souvenirs, dit qu'il se retrouvait souvent dans le bureau de Grazzadei pour évoquer les problèmes financiers qui empêchaient de commencer le tournage du Voleur de bicyclette. Donc, à une époque, Badinter fait souvent la navette entre Paris et Rome pour régler ces problèmes de coproduction. Et à l'occasion de ces va-et-vient, comme ils sont très amis, il fait la connaissance de De Sica. Et c'est un peu, si en termes de relations amicales, on peut employer ce terme, c'est un peu le coup de foudre, c'est-à-dire qu'ils se trouvent tous les deux sympathiques à l'autre. Bon. Et De Sica va demander à Badinter, De Sica est en train d'essayer de trouver une solution pour pouvoir épouser Maria Mercader. Et bon. Et donc, Badinter, c'est extrêmement humoristique cette postface, hein, où il explique comment il a réussi quasiment à tourner le droit parce qu'il y avait eu un moment où De Sica était pratiquement bigame, parce que juridiquement, il s'était marié, mais le divorce n'était pas réellement prononcé. Enfin, il y avait des situations juridiques particulièrement compliquées. Et finalement, tout ça a fini par rentrer dans l'ordre. Mais en tout cas, donc, Badinter a été proche de De Sica pendant de nombreuses années. Et surtout, il a été son témoin de mariage. Là, c'est top. C'est top, ça, quand même. Hein. En réalité, non. Il a été le témoin de Maria. Donc,
ils se sont, alors, pour se marier, ils se sont mariés dans une petite ville, dans un village même, près d'Évreux. J'ai téléphoné à la mairie de ce village. Le maire, quand j'ai dit, vous savez, vous êtes dans votre mairie, vous avez, j'ai donné la date précise, vous avez célébré, enfin, ou votre prédécesseur, je pense, a célébré un mariage, le mariage de Maria Mercader et Vittorio De Sica. Bon, le bon maire, qui est un cultivateur, ne connaissait absolument pas. Je lui dis, il y avait Roberto Rossellini. Bon, parce que Rossellini était le témoin du marié. Voilà. Et Badinter, le témoin de la mariée. Bon. Donc c'est pas mal. Bon, et donc, bon, rien. Et puis quand je lui dis, mais il y avait aussi Badinter, le maire de ce village, à côté d'Évreux, alors il a demandé à la secrétaire de mairie d'aller chercher le registre. Ils ont retrouvé le registre tout en restant au téléphone. Hein. C'est une petite mairie, donc ça n'aurait pas dû être une recherche extrêmement compliquée que de retrouver le registre de ce mariage dès lors qu'on avait la date. On était à la date, on a tiré le registre. Elle m'a dit, oui, cette année-là, il y a eu 3 mariages. Au cours de l'année, 3 mariages. Ah, il me dit, mais je vois inscrit en marge de l'acte de mariage que c'est l'occasion de reconnaître les enfants. Donc Christian et Manuel De Sica, qui remarquez au passage, ce n'est pas Cristiano ou Emmanuel, les prénoms sont des prénoms français. Hein, ils s'appellent Christian et Manuel. Ils me disent les enfants sont reconnus dans le... Jusque-là, ils étaient Mercader. Ils portaient le nom de leur mère. Le père n'étant pas marié ne pouvait pas... plutôt, le père étant déjà marié de son côté, ne pouvait pas les reconnaître. Quoi. Bon. Donc ils s'appelaient toujours Mercader. Ils se sont appelés De Sica le jour du mariage. Bon. Et je répète, je me suis promis, peut-être que je le ferai, ne serait-ce que pour apporter le volume au maire actuel, d'aller voir ce registre. Ça doit être très émouvant, parce qu'il doit y avoir la signature de M. De Sica, la signature de Mme Mercader. Anecdote supplémentaire qui fait que c'est une histoire qui n'en finit pas. Mercader. Qu'est-ce qui s'appelle Mercader? Hein? L'assassin de Trotsky. Ramon Mercader. Donc parfois, dans des journaux un peu people, on trouve que le beau-père de De Sica est l'assassin de Trotsky. Ce qui est pareil. Et alors, Christian De Sica, sans doute pour faire une barzellette, dit « Mon beau-père, qui était l'assassin de Trotsky », c'est grotesque, mais enfin, bon, en tout cas, c'est vrai que le nom est le même. Hein. Mais il n'y a pas de lien de parenté. Évidemment, Mercader, et c'est espagnol. Et alors, Maria Mercader, De Sica l'avait rencontrée sur un tournage. C'était une jeune comédienne espagnole. On est au début des années 40. C'est le moment, au début des années 40, c'est la période fasciste. Et il y a Franco en Espagne. Et les liens cinématographiques entre l'Espagne et l'Italie font qu'un certain nombre de comédiens espagnols viennent tourner en Italie, ont des contrats de tournage en Italie. Et c'est le cas de Maria Mercader, qui a la possibilité, qui va tourner et qui va finalement, au début elle était venue pour faire peut-être un film, mais finalement elle va se fixer en Italie et elle va tourner régulièrement en Italie. Et il y a d'autres exemples, par exemple dans Ossessione de Visconti, le gros, si vous vous souvenez du film, il y a un aubergiste qui s'appelle Juan, l'acteur qui joue le rôle de l'aubergiste, un des protagonistes du film s'appelle Juan de Landa, et il fait partie de ces Espagnols qui sont, au début des années 40, venus en Italie parce qu'il y avait du travail. Hein, les studios espagnols fonctionnaient moins bien, il y avait plus de possibilités de trouver du travail. Et à l'occasion d'un de ces films au début des années 40, en 41 ou 42, elle joue avec De Sica, qui est son partenaire, et c'est le coup de foudre, et ça va être
ben, désormais, il va être très malheureux parce qu'il va vivre il va maintenir, parce que la loi ne permettait pas de trouver une solution, donc il va vivre avec deux familles. Donc il y avait la famille avec sa fille Amy, et puis la famille avec les deux fils, et puis les deux mères. Elles s'entendaient? Elles se connaissaient. Il essayait même, c'est pour ça qu'on peut raconter des tas de choses, il essayait même de faire en sorte qu'elle l'ignorent. Hein? Par exemple, à Noël, la journée était divisée en deux, et officiellement, ni l'une ni l'autre ne savait qu'il avait passé une partie de la journée chez l'une et une partie de la journée chez l'autre. C'est mieux quand même. Et il y a des photos. Alors évidemment, à Noël, il y a les enfants. Hein. Alors, il y a la fille d'un côté, il y a les deux garçons de l'autre. Hein. Bon. Et il vit, et c'est pour ça qu'il était venu voir Badinter, le raconte très bien, c'est très drôle l'intervention de Badinter, qu'il est venu le voir presque en le suppliant, puisqu'il se connaissait pour le travail sur les films, en lui disant « Ah, trouve une solution, je ne peux pas continuer comme ça, trouve une solution que je puisse enfin vivre normalement. » Voilà. Bon. Et enfin, quand la solution sera trouvée, il viendra tout simplement, il déménagera. Quoi. Il habitera définitivement avenue Foch à Paris, quoi, et ils vivront à Paris. Et quand il sera malade, il sera hospitalisé à l'hôpital américain et il mourra en France. Alors, bon, le livre, c'est modestement une biographie. Hein. Bon, je suis... Alors, ça a été... Il y a quelque chose de très agréable en faisant ce livre, c'est que j'ai découvert, évidemment, j'ai revu tous les films. Bon, il y en a une trentaine quand même, hein, une longue carrière, commencée en 1940 et finie en 1973, hein, bon, sortie du film en 1974. Une trentaine de films avec les plus grands acteurs, y compris des Américains, Jennifer Jones. Dans un film à sketch, il dirige Clint Eastwood. Et comme on sait que Clint Eastwood était amoureux du cinéma italien, a fait des déclarations extrêmement élogieuses sur les films de l'époque néo-réaliste, j'imagine que ça devait lui faire une drôle d'impression que de ne pas être pour une fois avec Sergio Leone, mais avec Vittorio De Sica qui le faisait jouer dans ce film où il joue le rôle d'un mari qui doit faire face aux assauts amoureux de son épouse. Bon. Et alors il est très, très bien habillé, un peu timide, enfin, vraiment c'est un contre-emploi tout à fait surprenant. Et donc, 30 films, tous revus. Alors, la carrière, elle se divise en périodes successives. Alors, le nœud de la carrière, c'est l'immédiate après-guerre, avec Chouchia, Le voleur de bicyclette, qui est peut-être son film le plus célèbre, le plus connu, Miracle à Milan, et Umberto Di. Ce sont 4 films qui sont tournés entre 1946 et 1952. Bon. Mais avant, et c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis pas mal arrêté, De Sica est très connu en Italie dans les années 30, en pleine période fasciste, comme comédien. C'est d'abord et avant tout un comédien. Et comme comédien, il est très apprécié du public. Il a beaucoup de contrats et tourne beaucoup, parce que précisément quand il est dans un générique, les gens viennent. Absolument. On a envie de le voir. Sinon que dans le cours des années 30, il tourne beaucoup de films. Dans le livre, il y a une filmographie très détaillée qui énumère non seulement les films qu'il a réalisés, mais aussi les films dont il est simplement le protagoniste. Parfois même pas d'ailleurs le protagoniste. Dans les premiers films, il avait des rôles qui n'étaient pas très importants. Puis petit à petit, il est reconnu et devient le protagoniste de la plupart des films dans lesquels il apparaît. Dans des genres extrêmement différents, Pain, Amour et Fantaisie, si vous vous souvenez les films de Comencini, Pain, Amour et Jalousie, où il fait un maréchal des carabiniers. Oui. Très, il est magnifique. Hein. Bon, dans Madame II de Max Ophuls, ou dans Le Général de la Rovere de Rossellini. Bon, il est remarquable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un cas qui n'est
pas très fréquent, c'est-à-dire un acteur très célèbre qui a énormément de succès, qui peut indéfiniment continuer à refaire la même chose. Il est bien payé, il a même les moyens d'aller au casino, qui est une chose très importante dans sa vie. Et ah oui, c'est terrible. Quand il tourne un monde nouveau à Paris, Yves Boisset, qui est un cinéaste français qui, à l'époque, est là, et son assistant sur ce film, raconte qu'il tournait aux Champs-Élysées. À un moment, il y a un problème de décor, et il faut refaire le décor. Enfin, il y a peut-être une pause d'au moins 1 heure. Bon. Ben, il s'enfuit pour jouer au Cercle Wagram. Il court au Cercle Wagram jouer et il revient à la mine des fêtes, parce qu'évidemment, il ne peut que perdre. À l'occasion ils vont avec un producteur, ils vont à Barcelone signer un contrat, ils touchent l'argent en liquide, quelle horreur, et ils reviennent de Barcelone à Rome en faisant la côte. Alors De Sica lui dit, tiens, on pourrait s'arrêter à Monaco, quoi. Il perd tout, quoi, hein. C'est pour ça que je veux dire, c'était vraiment reconnu comme quelque chose de pathologique, quoi. Voilà. Bon. C'était pas on va faire 2-3 tours de roulette et puis on s'en va. Non. Bon. C'est ce qui lui a donné l'idée d'un film. Oui, le sujet, il l'a traité. C'est une chose merveilleuse. C'est dans un film qui s'appelle L'Or de Naples, que je vous recommande vivement parce que c'est le film qui a lancé Sophia Loren. C'est le film où Silvana Mangano atteint un sommet de tension dramatique absolument extraordinaire. Je ne dis pas, essayez de le voir, peut-être que vous pouvez le trouver en DVD, je ne sais pas. Bon. Et il y a dans ce film un riche, noble, qui vit dans les quartiers populaires de Naples, où il y a des maisons splendides qui ont été construites par les patriciens au siècle dernier. Et il est joueur. C'est une espèce d'autoportrait, quoi. Alors il est joueur, mais sa femme lui a totalement coupé la bourse. Il n'a rien. Il essaie même, quand au moment où il sort, sa femme lui dit « Qu'est-ce que tu as dans la poche ?» Et il sort, il a un cendrier, quoi. Il avait pris un cendrier dans les beaux cendriers qui étaient sur la table pour aller le vendre et pour avoir 4 sous pour jouer. Finalement, il se résout à jouer des haricots avec le fils du concierge, un gamin. Et il joue à la scopa, qui est le jeu de cartes traditionnel en Italie, et une partie de scopa. Et à la scopa, c'est pour ça que c'est vraiment l'autoportrait, il perd tous les coups. Alors il s'énerve après le gamin, il dit mais comment tu fais à avoir une chance pareille, à ne tirer que de bonnes cartes. Bon, donc voilà, si vous voulez avoir un petit peu l'idée qu'il se faisait de lui-même et de l'œil critique qu'il se portait sur lui-même, voyez ce sketch de L'Or de Naples. Un film, par ailleurs, il y a 5, dans la version complète, il y en a même 6. Il y a 5 ou 6 sketchs, selon les versions que l'on voit, qui sont absolument remarquables. Donc, je termine là-dessus. Vers la fin des années 30, il tourne beaucoup, hein, plusieurs films par an, et l'un d'entre eux, Manon Lescaut, d'après l'abbé Rivaux, et il tourne ce film et il trouve que le film est médiocre parce qu'il est mal dirigé. Et si c'était moi qui dirigeais le film, je l'aurais mieux réussi. Et il est conforté dans ce jugement par des critiques qui écrivent De Sica a l'air empâté. Il ne supporte pas et décide d'essayer de passer à la mise en scène. Alors il obtient l'accord du producteur dans des conditions dont je n'ai pas réussi vraiment à élucider comment ça s'est produit. Ce film, il a comme partenaire une Française qui est Renée Saint-Cyr, et qui a le rôle de protagoniste absolu, quoi, hein. Il y a De Sica, Renée Saint-Cyr et Umberto Melnati qui fait un peu, en italien on dit la spalla, l'épaule, c'est-à-dire le personnage, l'acteur de deuxième plan qui aide l'acteur de premier plan à se mettre en valeur, quoi, hein. Voilà, ça c'est la spalla. C'est le micro, tu m'as dit. On passe le micro.
Donc, grâce à l'aide de Amato, qui était le producteur, il commence à tourner comme metteur en scène, et au début comme acteur, parce que comme garantie, les producteurs veulent qu'il soit acteur, parce que ça garantit le succès. Et puis, à partir de son troisième film, il se met en retrait, et même se retire complètement. Et quand on arrive à la période néo-réaliste, à partir de Choucha, il n'y est plus du tout, quoi, hein. Le travail de mise en scène qui donne les résultats qu'on connaît. Vous savez, les films de l'époque néo-réaliste ont été classés dans des différents référendums comme appartenant au meilleur de la production cinématographique mondiale. Et bon, alors, donnons le micro. Oui. Ah, comment le situer par rapport aux autres cinéastes italiens? Alors, vous savez, le cinéma italien, à partir de 1945, est d'une richesse confondante. Mais si on s'en tient vraiment aux cinéastes les plus importants, au lendemain de la guerre, il y a au moins 3 figures majeures qui sont Rossellini, Visconti et De Sica. Et moi, j'y ajouterai De Santis, que je trouve être également un très grand cinéaste. Mais enfin, au minimum, ces 3-là. De Sica fait partie des cinéastes les plus réputés à un moment où, je le répète, le cinéma italien est d'une richesse exceptionnelle. Il y a en ce moment, je crois, une rétrospective Germi à la Cinémathèque. Bon. Quand je préparais ce livre qu'approchait, ce n'était pas tellement le livre que l'anniversaire de la mort de Sica, j'ai demandé à la Cinémathèque s'ils ne seraient pas d'accord pour faire une rétrospective. Ils étaient d'accord, mais en fait, ils avaient fait la dernière rétrospective faite. Oui, voilà. Bon, en tout cas, en 2020, il y a déjà eu une rétrospective de Sica. Alors ils m'ont répondu que c'était trop rapproché et que peut-être à l'époque ils auraient dû faire attention et attendre l'anniversaire pour faire cette rétrospective, mais là c'était pas possible. Donc ça ne s'est pas fait. C'est un peu dommage parce que je m'aperçois qu'en fait, et je dois dire avec un certain mécontentement, quand j'en ai parlé au directeur de l'Institut culturel italien, bon, il n'a pas réagi, quoi. L'Institut culturel italien n'évoque pas la figure de Sica pour le 50e anniversaire de sa disparition, quoi, qui est quand même. Et alors dans tous les référendums, il y a eu, on s'aperçoit que finalement, il a été dans un référendum fait au début des années 50. Il était deuxième ex aequo avec La Ruée vers l'or. Citizen Kane, premier, et puis deuxième ex aequo, La Ruée vers l'or de Chaplin et Le voleur de bicyclette de Sica. Et après, dans tous les référendums, la critique internationale fait régulièrement des référendums, il reste quand même dans le top 100. La carrière de Sica comporte une trentaine de films. Dans ces 30 films, il y en a 2 ou 3 qui sont pas très bon, notamment un avec Shirley MacLaine, mais quand même Shirley MacLaine, hein, pour ceux qui connaissent le cinéma américain, bon, il est une vedette. Bon. Mais surtout, c'est ça qui m'a ravi, c'est des films qui étaient considérés comme des films. Par exemple, je pense au Séquestré d'Altona. Bon. Le Séquestré d'Altona, c'est une pièce de Jean-Paul Sartre. Avec un succès, quand elle sort, elle connaît un succès important, et c'est parce qu'elle a du succès que la production veut l'adapter au cinéma. Bon. On va faire appel à Sophia Loren, on va faire appel à Maximilien Schell, à Frédéric March, pour les cinéphiles quand même, Frédéric March, pour jouer dans ce film. Et ce film a une très mauvaise réputation. Séquestré d'Altona, de Sica, bon, d'abord ça ne tient pas la route. C'est pas bon. Donc moi je l'ai regardé en me disant quand même je ne peux pas passer sur ce film. C'est un film formidable, formidable. Sur l'immédiat après-guerre en Allemagne, d'ailleurs ils sont allés tourner à Hambourg. Hein, bon, il y a un effort d'authenticité
C'est filmé dans les milieux des industriels de la construction navale. Et Sophia Loren joue le rôle d'une actrice et on y voit le Berliner Ensemble de Bertolt Brecht. C'est-à-dire De Sica est allé à Berlin pour l'insérer, pour faire raccord avec le fait que Sophia Loren est une comédienne. Elle est censée, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne bien quand même. Une comédienne du Berliner, elle joue dans le Berliner, et on a une vision de l'Allemagne qui se reconstruit à toute vitesse, et l'officier nazi qui a commis des tortures, qui a commis des actes effroyables en Allemagne et qui se cache dans la soupente de la villa familiale, qui est une villa magnifique, puis c'est une riche famille d'industriels. Il se cache dans la soupente parce qu'il a peur, il est sous il y a un mandat d'arrêt contre lui, il ne voudrait pas se retrouver en prison, donc il se cache. Et quand, au bout de quelques années, il passe plusieurs années, au bout de quelques années, une nuit, il n'en peut plus, il sort de sa soupente et va dans les rues d'Hambourg, et découvre une ville d'Hambourg où, aux terrasses de café, les gens boivent de la bière, font la fête, comme on peut la voir dans les rues de Paris le soir. Et tout d'un coup, il est saisi en découvrant que, dans le fond, ses concitoyens ont tout fait pour essayer d'effacer l'horreur de leur passé, quoi, les souvenirs qu'ils ont à gérer, quoi. Bon, pour exprimer ça, moi je l'exprime très maladroitement, mais le film l'exprime à la perfection. Et De Sica arrive à conduire cette situation. En plus, ils vivent dans une magnifique propriété aux limites desquelles il y a un ancien camp, dont on essaie d'effacer aussi toute trace. Enfin, vous êtes saisi en voyant ce film. En plus, c'est en noir et blanc, donc ça fonctionne admirablement. Voilà. Bon. Et comme ça, d'autres titres qui sont tout aussi remarquables, qui montrent un film absolument pas connu, Le Jugement dernier. Le Jugement dernier, c'est un film qui se passe noir et blanc aussi, moi j'adore le noir et blanc, qui se passe à Naples. Tout d'un coup, les gens vaquent à leurs occupations. Tombe une voix du ciel, aujourd'hui, à 18h, commencera le jugement universel. Alors, le jugement universel, c'est-à-dire on va les juger et les envoyer éventuellement en enfer. Hein. Bon. Donc, tous les gens se précipitent sur leurs habituelles occupations pour essayer de rattraper, en particulier Alberto Sordi, qui fait un marchand d'enfants. Alors, comment vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un marchand d'enfants? Eh ben, il fait un monsieur qui va dans les quartiers pauvres de Naples, où il y a des familles de 5, 6 et même davantage d'enfants, et propose aux familles, moyennant de l'argent, d'acheter ces enfants pour des couples américains stériles. Alors, je ne sais pas. Et alors, Sordi joue ça avec un air luciférin. Et tout d'un coup, il est pris d'angoisse à l'idée qu'il va y avoir le jugement dernier, que ce commerce d'enfants qu'il fait va l'amener tout droit en enfer. Et donc, on voit toute l'agitation qui s'empare de la population napolitaine à l'approche de ces 18 heures. Et puis finalement, à 18h moins le quart, la voix se refait entendre, le jugement universel est renvoyé à plus tard. Bon. Et alors, on les voit tous, et c'est ça qui est terrible, on les voit tous reprendre leurs activités comme si de rien n'était, quoi. Sordi repart dans les basses, dans les bas quartiers napolitains pour chercher des enfants, quoi. Et il leur montre, alors c'est extraordinaire, parce que l'idée aussi c'est de mettre ça en image. Alors il a une espèce de truc comme ça, là, avec dedans des photos de piscines, de maisons magnifiques, et il montre aux enfants, aux parents pauvres, il dit, vous voyez, il va vivre dans ce milieu, il va vivre dans une maison où il y a une piscine. Hein, vous imaginez le bon air, ça lui fera beaucoup de bien pour ses poumons, qu'ici c'est... Voilà. Et il réussit à les convaincre. Bon, moi, tout ça toujours conduit dans le film, donc je dis il y a Sordi, mais il y a aussi Fernandel, c'est l'époque des coproductions, il y a Lino Ventura,
Il n'y a pas Sophia Loren, curieusement, bien que ça se passe à Naples. Il en a fait beaucoup avec elle. Il en a fait beaucoup, il a beaucoup tourné avec elle. Voilà, alors comme ça, les exemples, je pourrais les multiplier de ce que, dans le fond, quand on se donne la peine, et alors surtout quand on voit les films en continuité, on voit aussi les réminiscences, les passages d'un film à l'autre, comment certains sujets qui ont été à peine affleurés dans un titre sont davantage creusés dans l'autre, comment on arrive à finalement toucher. Et alors le final c'est un film pour lequel j'ai une tendresse particulière. Il a été montré à Venise, où il a été hué. Bon, le jugement dernier. Je ne crois pas que malheureusement il a circulé en France, mais il a peu circulé. Je sais même pas comment. Je ne sais pas où est-ce que je l'avais vu. En tout cas, je suis sûr que je l'ai vu parce que j'avais pris des notes à n'en plus finir. Et il y a un final où il y a un orage de pluie. Et on a l'impression que c'est l'orage qui vient tout laver, quoi, hein. Ils vont tous être inondés et ça se termine par un bal donné au San Carlo, qui est l'opéra de Naples, dont on a enlevé les fauteuils. Quand on voulait donner un bal d'apparat, on a enlevé les fauteuils et le sol de la salle devenait un sol de bois sur lequel on dansait, quoi. Et sur la scène, il y avait l'orchestre. Et donc, il y a cette vision quasi surréaliste de ce monde qui se met à danser, quoi, voilà. Et on retrouve, il y a Nino Manfredi, il y a Gassman, il y a une distribution Jimmy Durante. Bon, De Sica, je crois, vis-à-vis des acteurs, était un magicien. C'est-à-dire réussissait. En plus, on sait très bien que sur certains films. Et plus, il les aimait. Et les acteurs savaient ça. Il y avait une relation affective entre les acteurs et lui. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Ça, c'est tout à fait, parce que il y a des films, par exemple, Les Pains, Amour et Fantaisie, Jalousie. Dans Le Pain, Amour et Jalousie, il s'est presque disputé avec Comencini, qui a menacé de quitter le plateau, quoi, parce qu'il s'interposait dans la direction d'acteurs. Il s'interposait parce qu'il pensait qu'il avait... Et généralement, il avait raison, quoi. Sa capacité à obtenir le meilleur d'un acteur, homme ou femme, était proverbiale, quoi. Et il refaisait tout, quoi, hein. Certains metteurs en scène laissent les acteurs très libres. De Sica leur montrait le moindre geste qu'ils devaient faire, quoi. Non, mais il vivait le film, oui, il vivait les acteurs, il vivait aussi ce qu'il avait écrit, et donc il l'interprétait. Alors, il faudrait, quand tu parles d'écriture, il faudrait quand même faire une petite parenthèse, rappeler qu'il a travaillé pratiquement toute sa vie avec un des plus grands scénaristes italiens, qui est Cesare Zavattini, auquel on avait rendu hommage à l'époque. Je travaillais avec Jean-Loup Passec, qui dirigeait le département cinéma du Centre Pompidou, et on avait organisé une rétrospective Zavattini au Centre Pompidou, et on avait surtout préparé un catalogue. Alors là, juste à propos de deux extraits, une citation de Zavattini. Je ne crois pas que deux frères, pendant les années de guerre et de l'après-guerre, eussent pu être plus unis que nous et tendre vers le même but. Nous savions ce que nous voulions. Là, c'est De Sica qui parle de Zavattini, quoi. Et j'ai ici, je l'ai retrouvé, une citation de Mastroianni à propos de Sica. Et puis il y a son visage, sa silhouette, sa sympathie naturelle, son charme, son humanisme. Un homme fantastique, s'émerveillait Marcello Mastroianni. Il était beau, mais beau, on aurait dit un pape. Ce que je me suis amusé avec lui, un homme d'esprit, un maître. Voilà. Donc, Mastroianni, pour lequel j'ai une admiration, en parenthèse, tant pis si j'ai fait un bouquin sur Mastroianni qui a été un vrai plaisir, quoi, et notamment de réunir les photos, quoi, hein, réunir les photos de Mastroianni. Et donc, je crois qu'il y avait une admiration réciproque.
bon, sauf vers la fin, par exemple quand il tourne Mariage à l'italienne, il y a des moments où il s'accroche un peu, parce que De Sica s'entend mieux avec Sophia Loren qu'avec Mastroianni. On peut le comprendre aussi. Hein. Bon, voilà. Bon, mes amis, j'ai été très heureux.